Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire qui est consacré au marché allemand. Je suis Régis Vallée, je suis responsable du service conseil et appui de la Chambre de commerce française en Allemagne. Voilà, je suis ravi de partager ce créneau de 45 minutes, une heure peut-être, avec vous, et puis de tenter de répondre à cette question comment vendre à l'industrie allemande, hein, vaste programme. D'un point de vue pratique, vous avez quelque part sur votre écran un menu avec une fonction chat ou question-réponse qui va vous permettre de m'envoyer des messages ou de poser vos questions. J'espère qu'il nous restera quelques minutes à la fin de ce webinaire pour pouvoir dialoguer un peu en utilisant ce système. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis à la disposition de tous ceux qui le souhaitent pour programmer un échange téléphonique ou par visio pour aborder un projet plus précis, une question plus spécifique. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction question-réponse pour me solliciter ou alors tout simplement utiliser la plateforme de rendez-vous du forum. Voilà, puis je reviendrai vers vous. Donc, j'espère que vous me voyez bien, ou en tout cas que vous voyez bien le support, c'est le plus important, et que vous m'entendez bien. On peut jeter un petit coup d'œil au programme, au sommaire plutôt. Voilà, donc ma présentation va s'articuler autour de deux parties. Une première partie qui va nous permettre de poser le contexte, de bien cerner les fondamentaux de l'industrie allemande et puis aussi d'émettre l'hypothèse que le dispositif de soutien économique allemand devrait permettre à l'économie de retrouver rapidement des couleurs, de l'équilibre et puis surtout du dynamisme, comme ça s'est déjà passé en 2009, lors de la crise précédente. Puis dans une deuxième partie, j'aborderai de façon concrète, enfin en tout cas la plus concrètement possible, des actions, des démarches que vous pouvez déclencher dès maintenant pour être prêt à saisir ce rebond économique de ce côté du Rhin. Alors que ce soit clair, je ne vais pas pouvoir traiter dans ce webinaire consacré à l'industrie allemande, je ne vais pas pouvoir traiter des secteurs industriels en particulier, hein. Mon propos est plutôt fonctionnel et donc il concerne la filière industrielle dans son ensemble. Je prends le parti de vous faire des recommandations pratiques qui vont viser à mettre à profit la période particulière cette période particulière pour travailler votre marketing, vos supports, votre image, votre visibilité, et puis pour générer des leads qui, au moment où la prospection commerciale est devenue un peu plus compliquée, au moment où les salons ne sont pas encore tous reprogrammés. Et puis, deuxième chose, vous invitez aussi à repenser votre dispositif de prospection et de gestion client en tenant compte du fait que en période de reprise, vos équipes commerciales, vos équipes de support client seront déjà largement mobilisées. Donc, il va falloir trouver les bons équilibres et voilà, il y a peut-être des solutions qui vous faciliteront cette démarche. Pour compléter cette introduction, un petit mot rapide sur notre structure, la CCI France-Allemagne. C'est une structure qui compte aujourd'hui 45 collaborateurs et on accompagne les projets de développement et les projets d'implantation en Allemagne. L'activité s'articule autour de 4 services. Un service implantation avec 2 centres d'affaires à Saarbrück, pas très loin de la frontière franco-luxembourgeoise, et un Francfort, pour la création et la domiciliation d'antennes commerciales et de filiales. On a aussi des ressources bilingues qui sont mises à contribution pour prendre en charge le fonctionnement de ces antennes, que ce soit le secrétariat commercial, la relation client, la prise de commande, le traitement de commande, la facturation, etc. Aujourd'hui, on héberge sur ce principe-là un peu plus de 250 entreprises françaises. Deuxièmement, un service de recrutement avec une équipe de 4 recruteurs qui mènent chaque année une trentaine de missions de chasse ou de recherche de candidats par diffusion d'annonces. On dispose aussi d'une équipe composée de commerciaux et de technico-commerciaux à temps partagé qui peuvent prendre en charge la représentation commerciale en Allemagne. Donc ça, c'est un service qui s'adresse aux entreprises qui ne sont pas encore en situation de recruter leurs propres équipes en Allemagne. Et puis, quatrième
grand sujet pour nous, c'est l'accompagnement de projets de fusion-acquisition. J'aborderai pas le sujet aujourd'hui, mais malgré tout, pour beaucoup d'entreprises, cette crise peut provoquer une sorte d'effet d'aubaine, hein, en poussant certaines sociétés allemandes à rechercher des investisseurs, à rechercher du soutien. Donc, c'est une stratégie qui a du sens. Et notre équipe est à votre disposition, à la disposition de ceux d'entre vous que le sujet intéresse. Un petit détour par le toit du Bundestag. Voilà. Et alors pour démarrer, vous avez sur cette page plusieurs indicateurs qui représentent, disons, les fondamentaux de l'économie allemande et qui vont nous rappeler que le marché allemand est primordial pour les PME françaises. C'est la 4e économie mondiale, c'est une des rares économies occidentales qui a réussi à maintenir une position, une part de marché face à la concurrence des pays en forte croissance, asiatiques ou d'Europe centrale, ce qui démontre un certain niveau de compétitivité. C'est une économie qui est tournée vers le monde. Hein. L'Allemagne, c'est le 3e exportateur mondial, derrière les États-Unis et la Chine. Ça, c'est bien connu. Mais c'est aussi le 3e importateur mondial, avec une part d'importation qui est presque 2 fois celle de la France, proportionnellement. C'est donc un marché qui est très ouvert, hein, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou dire. S'il y a une difficulté à percer ici, ça n'est en tout cas pas le résultat d'une politique protectionniste. Hein. Les obstacles sont ailleurs, on va l'évoquer un peu. On peut noter aussi que cette économie s'appuie largement sur ses filières industrielles. Là aussi, j'y reviendrai. Le potentiel industriel, il est 2 à 3 fois plus important en Allemagne qu'en France. Avec un positionnement haut de gamme qui impose aux entreprises d'investir beaucoup dans la R&D, dans l'innovation et surtout de ne pas négliger les facteurs extérieurs de compétitivité, par exemple les leviers technologiques, techniques qui seraient amenés par des partenaires français. Donc là, il y a une piste à creuser. Et puis la dynamique économique est largement soutenue par l'État qui réussit à dégager chaque année un excédent budgétaire de plusieurs milliards ou dizaines de milliards et qui permet notamment de lancer des grands plans d'investissement. On peut évoquer le plan climat qui a été lancé en 2019 avec 100 milliards d'euros qui vont bénéficier à de nombreux secteurs, notamment le bâtiment. Il y a 60 milliards d'euros l'année dernière qui ont été injectés dans la modernisation des infrastructures ferroviaires et la flotte ferroviaire. On peut parler aussi d'un déploiement massif aujourd'hui des réseaux de fibre optique. On se penche maintenant sur les perspectives économiques. Hein. Alors, évidemment, la situation est particulière aujourd'hui et c'est compliqué de faire des prévisions sans prendre un peu de risque. Hein. Les hypothèses pour 2021 devraient encore un peu bouger. Cela dit, les chiffres qui sont publiés aujourd'hui montrent, c'est pas une surprise, une chute radicale du PIB, tout comme la consommation. Donc voilà, le PIB. Je sais pas si on voit ma souris, donc c'est le premier graphique en haut à gauche, la consommation des ménages, les exportations, la balance budgétaire. Donc 2020 sera une année compliquée pour l'Allemagne, comme elle l'est pour tous les pays du monde et d'Europe. Mais ces mêmes publications, ces mêmes statistiques montrent aussi une reprise tout aussi radicale en 2021. On serait vraisemblablement en Allemagne dans une reprise en V ou en tout cas en U un peu pointue. Hein. Tout ça, en tout cas, fait beaucoup penser à ce qui s'est passé en 2009, hein. Une crise dont les Allemands s'étaient plutôt brillamment sortis. Pour rappel, le PIB avait également chuté de 5%. Mais dès l'année suivante, l'Allemagne avait retrouvé la situation d'avant-crise. Et ça, notamment grâce à des mesures de soutien massif de la part de l'État. Et c'est des mesures de soutien qu'on retrouve aujourd'hui. Hein. L'État fédéral a libéré, il y a quelques mois, une enveloppe de 1 200 milliards d'euros. D'accord ? C'est-à-dire presque autant que ce qu'a coûté la réunification. Les leviers sont les mêmes qu'en 2009 ou
que les mesures qu'on peut retrouver en France, hein, ce sont des aides directes auprès des PME et des TPE, des mesures évidemment de chômage partiel. D'ailleurs, voilà, c'est le chômage partiel qui avait été largement utilisé en 2009 et qui a inspiré aussi les mesures mises en place en France, des reports de charges, des allègements fiscaux et puis évidemment des prêts garantis. Donc le montant de ce dispositif, à peu près 3 fois ce que la France a mis en place. Hein. Donc ça vous donne une idée de l'intensité du levier et du poids que l'État peut apporter à la reprise. Donc si on ajoute à ça un sens du compromis typiquement germain, un sens de la responsabilité collective, on imagine que l'économie retrouvera rapidement des couleurs. D'ailleurs, cet optimisme est partagé par les investisseurs. Hein. On voit en haut à gauche de l'écran un indice du Centre européen de recherche économique, hein, le ZEW, qui mesure tous les mois le moral des investisseurs. Et c'est un indice qui connaît une forte hausse depuis quelques semaines, depuis que l'État annonce ses plans de relance. Donc, vraisemblablement, les agents économiques sont assez confiants sur l'impact positif de ces mesures. On se penche maintenant sur les principales filières de l'industrie allemande. Alors, sans surprise, on retrouve en tête le secteur automobile, la machine-outil, la transformation mécanique au sens large, la chimie, l'électrotechnique, l'électromécanique, et puis l'industrie agroalimentaire hein, qui est en bonne position. À quelques exceptions près, dans toutes les filières industrielles et leurs périphéries, hein, que ce soit les composants, l'outillage ou les fournitures, le marché allemand est leader européen. Et plutôt en bonne place, si ce n'est leader au niveau mondial. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un secteur qui est assez vivace et, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a l'obligation d'investir, de se moderniser, d'évoluer pour conserver sa place au niveau mondial. C'est toute l'économie allemande qui dépend de ça, compte tenu du poids de l'industrie dans le PIB. Vous le voyez ici, 23%. Là encore, à peu près 2 fois ce que l'industrie représente dans le PIB français. Ce qu'on peut ajouter, c'est que l'industrie allemande connaît cette période un peu difficile. La production a connu une baisse de plus de 15% sur l'ensemble des secteurs. Et certaines branches sont largement plus impactées. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'aéronautique. Donc pour le secteur auto, le choc a été relativement violent, avec une baisse de près de 75% de sa production sur avril et sur mai. Certains constructeurs et certains équipementiers comme BMW, comme ZF, annoncent déjà des suppressions d'emplois. Si on cherche une embellie, on peut la trouver dans une partie du plan de relance allemand. Angela Merkel vient d'annoncer 130 milliards d'euros qui viennent se rajouter aux 1200 milliards d'euros dont je vous ai parlé. Et une partie de cette somme vise notamment à relancer la consommation des Allemands et l'achat de véhicules électriques et de véhicules hybrides. Une partie de cette somme aussi, à peu près 10 milliards, vont venir soutenir la filière hydrogène, donc encore une fois la filière automobile qui développe les solutions hydrogènes dans une optique de nouvelle mobilité. Donc, quelque part, le repli de la branche automobile se fait notamment sur la R&D et sur le développement. Dans le secteur aéro, c'est à peu près pareil. Hein, le constat est le même, puisque pour amortir l'impact de la crise, la France et l'Allemagne vont relancer largement le programme SCAF. Hein, c'est l'avion de combat du futur. C'est un programme qui va permettre à l'horizon 2040 de remplacer les Rafales français et les Eurofighters allemands. Donc là, des deux côtés de la frontière, l'accélération de ce programme va apporter, on l'espère, une bouffée d'oxygène à tous les acteurs de la branche, que ce soit les avionneurs, les fabricants de moteurs, les électroniciens et toute la sous-traitance.
On jette un coup d'œil du côté des exportations. On va retrouver les mêmes secteurs, hein. L'industrie allemande exporte 50% de sa production, mais en fait, si on intègre à ça l'assemblage, l'intégration, on parle de plus de 80% de la production allemande qui part vers l'étranger, en bonne partie d'ailleurs vers l'Europe, hein. Donc on retrouve sur cette diapo les deux moteurs de l'économie allemande, c'est-à-dire l'industrie et les exportations. Toujours sur l'international, là vous voyez un graphique qui illustre bien la place de l'Allemagne comme principal fournisseur d'une majorité de pays européens. Donc voilà, sur chaque zone géographique, vous avez le drapeau du premier fournisseur du pays. Donc voilà, pour la Russie, vous voyez que c'est la Chine. De la même manière pour l'Allemagne, hein, le premier fournisseur de l'Allemagne, c'est la Chine. Et puis voilà, pour une grande partie du continent européen, on retrouve le drapeau allemand. Donc voilà, ce que je voulais introduire avec cette diapositive, c'est que il faut considérer aussi le marché allemand comme un excellent tremplin pour toucher les marchés étrangers. Ce que vous pouvez aussi avoir à l'esprit, c'est que cette industrie allemande a construit son succès et son marketing sur une forte spécialisation des entreprises qui vont leur permettre de concentrer leur courbe d'expérience et les investissements. Et aussi sur une politique haut de gamme qui est portée par les leviers technologiques et l'innovation. La technologie et l'innovation, c'est le moyen pour l'Allemagne de faire face à la concurrence des pays émergents. C'est aussi un excellent moyen de justifier des marges élevées, ou en tout cas suffisantes pour financer un coût de production important, une main-d'œuvre relativement bien payée, et puis des investissements conséquents. Attention, hein, quand on parle d'innovation et de technologie dans l'industrie, en Allemagne, on parle surtout d'une innovation appliquée, hein, beaucoup moins d'une innovation fondamentale. 70% des investissements en R&D se font dans le développement, dans l'innovation de développement, c'est-à-dire l'amélioration des concepts existants, plutôt que dans le développement de solutions disruptives. Et puis, quand on parle d'innovation et de technologie dans l'industrie, on pense aussi à l'industrie 4.0, qui est un axe majeur aujourd'hui de la politique industrielle allemande. Voilà. Voilà. Je dirais que globalement, les industriels allemands sont de toute façon en recherche permanente de facteurs externes de compétitivité, hein. Donc, clairement, il y a un appel d'air pour les PME françaises qui peuvent apporter cette valeur ajoutée. On jette un petit coup d'œil à quelques cartes de l'Allemagne. La première carte à gauche vous montre que l'industrie allemande est présente sur tout le territoire. Alors ça, c'est sans doute l'héritage d'un pays qui est finalement le résultat d'un assemblage de territoires autonomes, hein. Voilà, quand la France faisait sa révolution en 1789, l'Allemagne d'aujourd'hui était composée d'à peu près 300 États, principautés, duchés complètement indépendants. Donc voilà, il y a sans doute un héritage dans la décentralisation, un héritage de ça. Et puis voilà, n'oubliez pas que l'unité allemande est très récente, elle a tout juste 30 ans, c'est la chute du mur de Berlin. Quand on regarde de plus près les cartes et l'impact territorial, sur la deuxième carte, on constate que même si l'industrie est répartie sur tout le territoire, le pouvoir économique est relativement concentré sur l'ouest de l'Allemagne. Donc on voit ici les sièges sociaux des 150 premiers groupes allemands. Donc voilà, on a très peu d'entreprises aujourd'hui, de grands groupes industriels allemands qui sont dans le nord-est de l'Allemagne ou à Berlin.
Troisième carte, on voit aussi que ce déséquilibre qui existe encore Est-Ouest, on le retrouve aussi au niveau de l'emploi ou de l'employabilité. Vous voyez des zones plus foncées dans le nord-est de l'Allemagne, donc ex-Allemagne de l'Est, autour de la ville de Berlin, dans Brandebourg, un taux de chômage qui est aujourd'hui 2 à 3 fois plus important que dans l'ouest de l'Allemagne ou que dans le sud de l'Allemagne. Hein. On va avoir, pour donner un comparatif clair, un taux de chômage autour de 10% autour de Berlin et un taux de chômage inférieur à 3% dans les régions de Stuttgart ou de Munich. Voilà, je complète ce petit panorama en évoquant quelques points voilà, qui me semblent important d'avoir à l'esprit. D'abord, la très forte culture de l'industrialisation et du coup, hein, prudence vis-à-vis des concepts ou de ce qui est trop conceptuel. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 70% de l'investissement se fait dans la recherche appliquée. Le sous-entendu, c'est essayer de convaincre avec du tangible, hein, pas avec des solutions en devenir, pas avec des solutions en développement. Il y a vraiment moins d'appétence en Allemagne pour l'innovation disruptive que dans d'autres pays un peu plus anglo-saxons, un peu plus latins. Donc du tangible, du concret. On peut aussi évoquer les Familienunternehmen, c'est-à-dire les entreprises familiales hein, qui composent l'essentiel du tissu économique et du tissu industriel allemand. Donc voilà, des entreprises familiales avec une gestion familiale, hein, une gouvernance de bons pères de famille, c'est-à-dire des prises de décision qui sont, dans certains cas, prudentes ou en tout cas sécuritaires. On peut évoquer aussi une certaine forme d'ethnocentrisme, hein, c'est l'effet Mannschaft que j'évoque là, une logique de clan qui se matérialise par de nombreux groupements, de nombreux clusters, des fédérations professionnelles qui sont très représentatifs de leur secteur d'activité. Voilà, donc ce phénomène-là de clan est souvent à l'origine d'un excès de prudence, encore une fois, pour tout ce qui n'est pas allemand. Hein. Donc l'enjeu pour une PME française qui veut se développer en Allemagne, c'est véritablement de s'immerger dans cet écosystème allemand. Et puis sur le plan de la stratégie, on peut observer à la fois cette tendance pour la spécialisation, hein, dont j'ai déjà parlé, et puis pour l'ancrage commercial. Donc la spécialisation, c'est le fait qu'en dehors de quelques géants en Allemagne, hein, comme Siemens, comme Bosch, chaque entreprise allemande peut afficher clairement un domaine d'application spécifique, un savoir-faire, un domaine d'excellence qui fait d'elle un compétiteur très sérieux dans son domaine. Donc, on peut imaginer que, par analogie, cette entreprise va se laisser convaincre plus facilement en face d'un fournisseur qui affiche lui aussi ce savoir-faire bien spécifique, bien clair, bien identifié, ce domaine d'excellence clairement fléché. Et puis, l'ancrage commercial, c'est le choix de s'implanter physiquement sur les marchés. Hein. C'est plutôt le choix que font les entreprises allemandes qui exportent. Donc, je vous invite à prendre en compte ces différents aspects dans votre plan d'action et puis dans vos éléments de langage et dans vos éléments, dans l'image que vous allez véhiculer. On va d'ailleurs aborder tout de suite ces aspects puisque voilà, je vais vous faire quelques petites recommandations sur ce qui me paraît important d'intégrer dans votre réflexion stratégique et idéalement dans votre plan d'action. Première de ces recommandations, profitez de cette période qui peut-être laisse encore un peu de temps. Hein. Je rappelle, voilà, il y a pas de salon aujourd'hui. La prospection redémarre à un bon rythme, mais elle redémarre. Donc voilà, il y a peut-être encore un peu de temps qui va permettre d'approfondir ces connaissances. Sur un marché qui est aussi important, avec autant d'enjeux et aussi concurrentiel que l'Allemagne, le travail d'analyse, le travail de décryptage, il est indispensable et il est trop souvent négligé.
Alors parfois négligé par excès, par faute de temps, et puis souvent négligé aussi par excès de confiance. Je pense que c'est une erreur. Je peux vous assurer de là où je suis que dans de nombreux cas, une petite étude préalable aurait évité à beaucoup de PME de suivre des fausses pistes ou de perdre du temps et de perdre de l'argent. Donc voilà, il y a un sujet à creuser. Alors évidemment, hein, les premières choses que vous pouvez faire, c'est d'interroger les organismes d'appui comme nous ou comme Business France pour avoir un premier éclairage. Dans les deux cas, réseau des chambres de commerce à l'étranger ou réseau Business France, vous aurez affaire à des équipes qui sont basées localement et qui vous proposent une belle courbe d'expérience. Alors évidemment, on n'a pas toujours réponse aux questions, on n'a pas réponse à toutes les questions en tout cas, donc dans certains cas, quelques recherches s'imposent. En Allemagne, c'est important de bien identifier les obstacles économiques et les obstacles réglementaires. Donc voilà, pour ceux qui ont encore quelques souvenirs de marketing appliqué, je pense aux analyses Pestel. Évidemment, l'Allemagne, c'est pas la Chine, hein, donc c'est pas indispensable de pousser ces analyses à l'extrême. Mais on est souvent surpris par des particularités allemandes liées aux choix politiques, liées au choix d'investissement, liées au mode de vie. Donc l'Allemagne, voilà, c'est pas la Chine, mais c'est pas la France non plus. Et puis autre suggestion, observez bien les pratiques locales, observez bien les pratiques de vos concurrents, faites un maximum de bench pour éventuellement vous en inspirer. Hein. Sur un marché qui est bien mature, c'est difficile d'innover au plan de la stratégie commerciale. D'accord ? Donc encore une fois, intégrez-vous dans un écosystème qui est vraisemblablement bien installé, bien établi. Cherchez pas à vous distinguer dans les méthodes commerciales, cherchez plutôt qu'est-ce qui peut vous distinguer de vos concurrents dans votre proposition de valeur. D'accord ? Revoyez cette proposition de valeur, musclez cette proposition de valeur. Est-ce qu'elle est basée sur votre expérience ? Est-ce qu'elle est basée sur l'expérience, le savoir-faire autour d'une application en particulier ? Est-ce qu'elle est basée sur vos équipements de production, sur votre investissement, sur votre innovation, sur votre design ? Voilà, il y a certains leviers qui sont encore une fois factuels et qui vont vous permettre de toucher la sensibilité de vos interlocuteurs en Allemagne. On reste un peu sur le même sujet, sur le sujet de l'image. Je l'ai dit un peu plus tôt, il est indispensable de rassurer les prospects allemands, non seulement sur votre expertise, mais aussi sur votre capacité à gérer la relation client-fournisseur sans difficulté supplémentaire par rapport à un compétiteur, un concurrent allemand. D'accord ? Il y a une constante dans le processus de décision en Allemagne, c'est de rechercher un fournisseur avec lequel on peut créer une routine. Donc, éviter ce qui peut être perçu comme un grain de sable. Il faut initier la confiance le plus tôt possible, et puis il faut faire les efforts nécessaires pour conserver cette confiance. La question de confiance, elle est fondamentale si vous voulez réussir en Allemagne, si vous voulez vous développer sur le marché allemand. Donc, comme on dit, on a une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, travailler l'image, c'est travailler votre forme et travailler le fond. Sur la forme, travaillez votre site web, travaillez vos brochures. Hein. Votre site web, c'est votre vitrine, vos brochures, c'est vos cartes de visite. Donc, je vous suggère fortement de présenter ces supports en langue allemande. Ça facilite la compréhension et la communication. Et puis, faites bien attention à la qualité de la traduction et au champ lexical. D'accord ? Vous pouvez utiliser un logiciel ou un site internet qui s'appelle DeepL, qui est très pratique, très efficace. Est-ce que c'est suffisant pour traduire une brochure ou un site internet ? J'ai un doute là-dessus, hein, mais bon, voilà, il y a des sociétés spécialisées dans les traductions et dans les traductions techniques et les traductions industrielles. Et, il faut peut-être s'appuyer sur ces structures spécialisées pour ne pas commettre d'erreurs et ne pas créer de malentendus. Donc ça, c'est sur la forme. Sur le fond, je vous invite à faire, comme je le disais tout à l'heure, un maximum de bench, à observer ce
ce que fait votre concurrence et les éléments de langage, le champ lexical utilisé par vos confrères en Allemagne. Et puis, et ça c'est très très important, de mettre en avant des arguments tangibles pour démontrer votre expertise, vos spécialités. Et puis, n'hésitez pas à illustrer votre propos. Mettez un maximum d'exemples, un maximum d'applications, un maximum de références. C'est indispensable en Allemagne de rendre les choses extrêmement concrètes. D'accord ? Donc, votre message doit être factuel, votre démonstration doit être concrète. Et puis, bon, voilà, ça c'est une évidence. Il faut soigner la mise en page, hein, que ce soit une brochure, que ce soit un PowerPoint. Donc là aussi, peut-être vous inspirer du marketing allemand, qui est un marketing qui est souvent plus épuré et plus carré dans sa forme. L'autre aspect de l'image, on a parlé de la forme, du fond, des supports de communication. L'autre aspect de l'image vise plutôt à convaincre que vous êtes un fournisseur comme les autres, c'est-à-dire sans plus d'inconvénients qu'un fournisseur basé en Allemagne ou qu'un fournisseur local. La meilleure manière d'être considéré au même titre qu'un fournisseur local, c'est de devenir un acteur local et d'afficher le plus tôt possible, dès les premières démarches, une présence locale, par le biais d'un interlocuteur qui est germanophone, facilité de communication, et par l'ouverture d'une antenne, même si c'est une antenne sous une forme légère, hein, une domiciliation dans un centre d'affaires, celui de la Chambre de commerce en Allemagne par exemple, c'est simple à mettre en place, c'est très peu engageant et puis c'est très très peu coûteux. Et ça répond à cette problématique d'image et de marketing. Le point suivant concerne le choix des cibles de prospection. En restant dans la même logique, sur le même raisonnement, vous devez privilégier des cibles avec lesquelles vous pourrez facilement démontrer votre expertise, votre savoir-faire, vos domaines d'excellence et valoriser au mieux vos références. Donc, là où ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne n'est peut-être pas le marché idéal pour diversifier votre démarche, d'accord ? Donc, capitaliser véritablement sur les secteurs d'activité où vous êtes le meilleur. Et puis, dans le choix des cibles, ne vous limitez pas à la face visible de l'iceberg et aux cathédrales commerciales que sont les Bosch et les Siemens, pour reprendre toujours le même exemple. Le marché allemand offre l'avantage de proposer un large tissu d'ETI ou de grosses PME qui sont beaucoup moins visibles que ces grandes entreprises, mais qui sont tout aussi intéressantes d'un point de vue commercial et surtout qui n'imposent pas les mêmes contraintes que les grands groupes. Je pense aux contraintes de mise au panel, de référencement ou les difficultés d'accès aux décideurs. Parce que c'est vraiment l'accès aux décideurs qui va être fondamental, déterminant dans le succès de la prospection. En Allemagne, lorsque vous arrivez à joindre le bon interlocuteur, hein, le décideur dans votre domaine ou pour vos types d'activités, c'est quelqu'un qui est relativement à l'écoute et de bons conseils pour vous expliquer son attente et la marche à suivre. Donc, c'est véritablement un élément déterminant. Et puis, notre expérience, les interlocuteurs techniques ont un rôle prépondérant dans le choix des solutions, des produits, mais voilà, la fonction achat reste difficilement contournable dans ce genre de démarche. Pour fabriquer votre portefeuille, voilà, vous avez plusieurs sources que je liste ici. J'en privilégierai deux. Première source, les annuaires des syndicats professionnels. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un pays qui est assez grégaire, enfin un pays où il y a beaucoup de clusters, de fédérations professionnelles. Donc, ces syndicats sont très nombreux, sont très représentatifs du secteur et affichent volontiers la liste de leurs adhérents. Donc, ça vous permet de fabriquer un début de portefeuille de prospection. Deuxième source pour identifier des cibles et créer ce portefeuille de prospection, vers Liefert-Was, dont je vais parler un peu plus tout de suite après, qui est une base de données, enfin un annuaire de référencement B2B, donc qui est utile pour
identifier des entreprises, parce qu'il est très représentatif de l'industrie allemande, mais qui est aussi utile dans une logique de référencement et de création de leads. Enfin, pour identifier l'interlocuteur interne, le bon contact à l'intérieur de l'entreprise, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, et notamment Xing, Crossing, qui est une spécificité du marché allemand, enfin de l'Allemagne, Suisse, Autriche. C'est le Viadeo germanique, mais qui finalement est plus représentatif, enfin en tout cas qui compte plus de profils que LinkedIn. Alors un peu moins communicant que LinkedIn, mais plus plus large en termes d'audience et de représentation individuelle. Donc, je reste sur le sujet Verly Firtvas, qui est un excellent outil de référencement et donc un bon moyen de se faire connaître et de générer des leads. Alors, il y a beaucoup de similitudes entre Verly Firtvas et Europage. Donc, je pense que vous connaissez tous Europage. D'ailleurs, Verly Firtvas a racheté Europage il y a 3 ans. Donc, les Allemands sont en train de créer un groupe à l'échelle européenne de référencement B2B. Donc, le fonctionnement, il est simple. Vous créez une page de présentation, vous renseignez vos activités dans le détail, vous ajoutez des photos, vous ajoutez des PDF, vous ajoutez des vidéos si vous voulez, et puis vous faites le choix des rubriques qui sont concernées par vos activités. Un bon référencement dans Verly Firtvas, c'est un bon choix de rubrique. Donc, voilà, vous pouvez vous inspirer, par exemple, de vos concurrents allemands pour voir quelles sont les rubriques qui reviennent le plus souvent. Donc, encore une fois, il y a un travail de bench qui peut être utile. Chaque rubrique fait apparaître la liste des entreprises qui sont référencées. Et donc, un bon référencement, c'est aussi un petit budget qui va vous permettre d'acheter votre position dans la liste et donc d'être particulièrement visible dans les rubriques qui vous intéressent le plus. Bon, il faut imaginer un budget de l'ordre de 2 000 à 3 500 € par an pour avoir un très bon référencement dans cet outil. Après, pour éviter d'être marginalisé dans un annuaire de fournisseurs allemands, il est fortement recommandé d'associer votre page et votre référencement à une adresse commerciale en Allemagne. Donc, voilà, un petit rappel une des fonctions d'une domiciliation dans un centre d'affaires, par exemple, le fait d'avoir cette adresse en Allemagne, un numéro de téléphone qui va vous permettre d'être germain en Germanie. Voilà. J'aborde les derniers slides de ce webinaire qui vont concerner l'approche et la relation client. Alors pour ça, j'émets une nouvelle hypothèse. Mon hypothèse, c'est que la période de reprise qui est devant nous va être très consommatrice en efforts commerciaux, notamment pour rebâtir, reconsolider la clientèle qui existait hier. Les situations stables du mois de janvier seront peut-être pas aussi stables en juillet et peut-être même encore en septembre. Donc, vos équipes commerciales et vos supports clients vont être largement mobilisés par les marchés les plus actifs pour vous. C'est sans doute d'ailleurs la France. C'est le marché le plus stratégique pour vous, sans doute votre marché domestique. Donc, si on ajoute à ça l'impact du chômage partiel, parce que certains d'entre vous sont encore en chômage partiel, en termes de disponibilité, la situation risque d'être un peu compliquée. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut faire l'impasse sur l'export? Voilà, je pense que non, enfin, ce serait du suicide. Et d'ailleurs, vous êtes très, très certainement de mon avis, sinon vous ne seriez pas connecté à ce webinaire ou à cet événement. Donc, cette crise, il faut se dire qu'elle va laisser des traces, qu'elle va rebattre les cartes. Et donc, voilà, vous pourriez profiter des fragilités de vos concurrents. Pour ça, il faut être offensif. D'accord ? Donc, tous ceux qui ont déjà un courant d'affaires à l'export, il faut évidemment capitaliser sur les clients qui sont existants, maintenir des capacités de gestion client et de prise de commande. D'accord ? Donc, l'enjeu pour vous, c'est de définir les marchés export qui sont prioritaires pour vous.
y renforcer votre capacité de prospection, votre capacité offensive, et puis y maintenir quand même une capacité de gestion client. Et de faire tout ça en tenant compte des disponibilités de vos équipes et de vos possibilités d'investissement. C'est pas simple, je vous l'accorde. On peut faire un rapide survol des différentes solutions commerciales à l'export. Donc ces solutions, vous les connaissez, hein, chacun de vous est dans une configuration particulière avec un couple produit-marché qui lui est propre. Donc voilà, dans notre hypothèse actuelle, la bonne solution, c'est celle qui va vous permettre un bon dosage entre l'effort commercial et l'investissement. Alors de ce point de vue-là, l'agent peut sembler être une bonne alternative puisque c'est un modèle économique qui est basé sur un pourcentage des ventes. Un agent commercial, il vous coûte lorsqu'il vous rapporte. Attention quand même parce que si on trouve encore quelques agents en Allemagne, c'est plutôt dans l'artisanat et dans le commerce de détail. L'agent commercial se fait beaucoup plus rare dans l'industrie. Et puis, s'il en reste encore, ne perdez pas de vue les quelques inconvénients. Hein, c'est une forme qui est plutôt adaptée à un acte de vente qui est simple, à un acte de vente rapide et redondant. Donc, il est complètement illusoire de penser qu'un agent commercial va vous permettre d'approcher des grands comptes industriels et de vous accompagner dans un cycle de vente long et complexe. Deuxième piste, le partenaire distributeur. Donc, lui, il est nécessaire lorsqu'il y a un besoin de logistique, d'installation ou de service après-vente. Là aussi, point de vigilance. Est-il réellement dynamique d'un point de vue commercial? Voilà, il faut faire attention à ça. C'est pas si fréquent en Allemagne. Et puis, attention aussi au cumul de marge qui risque de vous disqualifier sur un marché qui est assez compétitif et où les prix peuvent être, dans certains cas, serrés. Finalement, en termes de développement commercial, le schéma qui réussit le mieux aux PME françaises, c'est celui d'une force de vente en propre, ou en tout cas d'une stratégie de proximité et de lien direct avec le marché. Alors idéalement, un lien direct avec le marché, c'est un commercial allemand basé en Allemagne. Donc ça, c'est le schéma idéal. D'accord ? C'est ça le dispositif qui va vous garantir une bonne mise en œuvre de votre plan d'action et puis une image impliquée et qualitative vis-à-vis de vos prospects, vis-à-vis de vos clients. C'est aussi les salariés, avoir une équipe en propre, c'est une bonne capacité de réaction face au mouvement du marché. C'est-à-dire que l'information remonte immédiatement pour pouvoir éventuellement adapter le plan de bataille. C'est moins le cas avec un distributeur ou avec un agent ou avec un intermédiaire de commerce. Attention, le recrutement, c'est peut-être l'idéal, mais sur un marché où le chômage est de l'ordre de 4 à 5%, c'est très compliqué de trouver un bon commercial pour une PME étrangère qui n'a pas encore pignon sur rue ou qui n'a pas encore de fonds de commerce. Et puis voilà, c'est cher, enfin, voilà, c'est un investissement qui est conséquent. Donc, c'est le meilleur choix, à condition que vous soyez dans une situation qui vous permette de le faire. Si ça n'est pas le cas, deux alternatives. Première alternative, le VIE. Je crois que l'Allemagne, ça doit être le deuxième pays de VIE dans le monde. Il y a à peu près 1000 VIE en Allemagne. Ça coûte 1 940 € par mois, plus un bureau, un espace de travail que vous devez lui mettre à disposition. Et puis aussi, comme pour les autres solutions, un point de vigilance, forte pression concurrentielle, forte exigence technique de la part de vos interlocuteurs allemands. Donc, peut-être que la solution VIE, il faut la privilégier dans le cadre d'un support à une démarche qui est déjà bien établie. Donc, voilà, comme solution complémentaire à une démarche commerciale plus maîtrisée, plus mature. L'autre alternative au recrutement, c'est le recours à des solutions d'externalisation commerciale, de commerciaux à temps partagé. Là, si vous voulez bien, je rentre un peu dans le détail parce que finalement, le principe du commercial à temps partagé, c'est une bonne façon de répondre à notre hypothèse de tout à l'heure, c'est-à-dire soulager votre équipe commerciale, produire un effort de prospection,
maintenir une présence terrain, et ça dans des conditions économiques qui sont raisonnables. Donc on va retrouver avec ce principe-là les mêmes avantages en termes d'engagement, en termes de pilotage qu'avec un salarié, c'est-à-dire la bonne mise en œuvre de votre feuille de route, et puis une réflexion stratégique permanente. Alors évidemment, le dispositif est d'autant plus performant s'il est porté par un profil avec une connaissance de votre domaine. D'accord ? Donc il faut, dans l'industrie, avoir un vernis technique et puis idéalement avoir un peu de lien avec vos secteurs applicatifs, vos domaines applicatifs ou votre métier à proprement parler. Donc là, j'affiche notre équipe commerciale, je ne rentre pas là dans le détail, chacun d'eux a sa propre expérience, que ce soit dans le domaine de la sous-traitance mécanique, dans le domaine de la robotique, dans le domaine de l'électronique, l'électrotechnique ou de la fourniture industrielle, tout simplement. Voilà, en cas de contrat de représentation commerciale, on met à disposition l'un d'entre eux, vous le formez, vous définissez avec lui les cibles, le plan d'action, et voilà, il met en œuvre cette feuille de route. Alors attention, hein, il y a aussi des points de vigilance avec cette solution. Il faut que vous teniez compte du fait qu'il s'agit d'un temps partiel, donc ça va limiter forcément le champ de prospection. En règle générale, pour chaque contrat, on gère un portefeuille d'une trentaine de cibles. Donc voilà, ça peut être dans certains cas suffisant, dans d'autres cas un peu sous-dimensionné. En tout cas, c'est un bon moyen d'initier un premier fonds de commerce et puis de gérer un premier portefeuille client. Enfin, le dispositif est relativement souple. À tout moment, vous pouvez décider de reprendre la main et de muscler votre présence, par exemple par un recrutement. L'autre solution qui est de soutien, d'appui, qui est proposée par la CCI France-Allemagne pour vous aider à passer cette période, c'est l'externalisation, mais du service client cette fois. Aujourd'hui, chacune des 250 sociétés qui disposent d'une adresse commerciale, c'est-à-dire une domiciliation chez nous, peut recourir, si elle le souhaite, à une équipe bilingue qui peut prendre en charge l'assistance commerciale, l'administration des ventes. C'est-à-dire l'information client, la prise de commande, la gestion des commandes, des expéditions, la facturation, etc. Alors certaines entreprises utilisent ce service client de façon permanente pour le marché allemand, puis d'autres utilisent simplement ce service en cas de débordement ou d'indisponibilité des équipes qui sont basées en France. Alors, chaque année, on est partie prenante sur un volume de commandes autour de 150 millions d'euros en Allemagne, dans des domaines qui sont très très variés, les produits alimentaires, vers la grande distribution, les composants industriels, les fournitures diverses et variées, des VP6, etc. etc. Enfin, l'autre vertu de la solution, c'est des coûts de structure qui sont réduits, puisque finalement la CCI vous facture du temps passé, et donc vous ne supportez pas les temps morts, tout en maintenant une capacité de communication et de service permanente. Voilà. Donc, notre équipe est à votre disposition. Voilà. Je vais conclure le webinaire avec deux observations rapides, deux études de cas d'une certaine manière, et qui vont illustrer mes propos et mes conseils là, pendant cette session. Donc, c'est les entreprises qu'on accompagne, qu'on a accompagnées dans leur démarche, entreprises industrielles. Donc, la première, c'est une société qui est spécialisée dans la réalisation d'outillage, de cubing, de gabarits de contrôle pour les constructeurs et les équipementiers dans le secteur automobile et dans le secteur aéronautique. Donc là, on est véritablement sur des solutions techniques sur mesure, sur plan, avec un rôle important du bureau d'études. Alors l'idéal pour cette société, ce serait de s'appuyer sur un technico-commercial du secteur. Hein. Cela dit, quand on a été en contact avec l'entreprise, elle n'avait aucune expérience du marché allemand. Donc un recrutement, comme je vous disais tout à l'heure, aurait été compliqué. Donc ils ont choisi de confier la démarche à notre équipe technico-commerciale. Donc voilà, donc bilan, après
avoir identifié à peu près 70 cibles, secteur automobile, secteur aéronautique. On a réalisé des brochures spécifiques à chaque domaine d'application. Et puis, donc, la prospection a démarré. Toute l'approche a été menée au nom d'une antenne commerciale allemande, d'accord, donc au nom de l'entreprise, hein, c'est-à-dire l'équipe chambre de commerce ou l'intermédiaire chambre de commerce n'apparaît pas. Hein, on se présente comme le commercial de la boîte en Allemagne, et donc on affiche une présence locale à travers un bureau virtuel, donc une adresse locale. Bilan après 7-8 mois, 11 rendez-vous, 6 consultations, et puis après 2 ans et demi, 5 clients réguliers, dont Ruag, dont Forestia, dont Daimler. Voilà. Next step pour l'entreprise, le recrutement d'un technico-commercial salarié pour intensifier l'effort. Dernière information, enfin dernière slide de ce webinaire, et deuxième étude de cas, une entreprise avec un enjeu un peu différent. Il s'agit là d'un fabricant de profilés plastiques avec une clientèle qui est très diffuse. Donc cette fois, on a choisi de mettre en place 2 démarches en parallèle. Une démarche technico-commerciale à temps partagé pour l'approche directe des plus grands comptes, donc des cibles où l'enjeu est le plus important, l'enjeu économique est le plus important, et puis un référencement dans l'outil Verliferdwas, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et tout ça, une fois encore, avec des coordonnées locales. Et donc, l'enjeu du référencement Verliferdwas, c'est de toucher une audience maximum, et donc, voilà, cette clientèle qui est très diffuse, sans forcément fournir un effort de prospection intense. Bilan, après 12 mois, 5 nouveaux clients réguliers, après 24 mois, quasiment 100 000 euros de commandes et 10 consultations par mois à travers le site Verliferdwas. D'accord ? Next step, l'entreprise a recruté l'année dernière un VIE pour soutenir le travail de nos équipes et élargir le champ d'exploration. Voilà. J'en ai terminé pour ce webinaire. Voilà, donc je vais essayer de voir retrouver l'outil pour voir s'il y a des questions. Il me reste 5 petites minutes. Alors, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. J'espère que je regarde sur la bonne fonction. Bon, eh bien, je pars du principe que ce webinaire était suffisamment clair. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous avez mes coordonnées là, qui s'affichent. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me passer un coup de fil si vous voulez aborder un sujet en particulier. Je suis à votre disposition. Voilà. Merci d'avoir partagé cette heure avec moi. J'espère que le webinaire a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi à notre programme de webinaires. On en a d'autres sur plein de sujets divers et variés, des secteurs d'activité en particulier ou des sujets plus stratégiques, plus fonctionnels, le recrutement, l'implantation en Allemagne, etc., etc. Voilà. Je vous souhaite un très bon appétit et une très belle journée. À bientôt.